Bonjour à tous et bienvenue dans l'Éco-Cercle, l'émission qui partage l'économie circulaire d'aujourd'hui et de demain. Je suis Lucas-Michel Ivanov et c'est moi qui vais avoir le plaisir et le privilège de vous accompagner pour cette première émission. Pour autant, je ne suis pas seul. À mes côtés aujourd'hui, Isabelle Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de la chaire Tech & Care à l'Université de Lille. Et Thomas Busuttil, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Fashion Green Hub France et co-auteur notamment de l'étude qui paraîtra en 2025, Mode 2050, en partenariat notamment avec l'ADEME. Tout à fait. Et à ma droite, l'invité fil rouge de cette nouvelle série d'émissions, François-Michel Lambert, bonjour. Bonjour Lucas, ravi d'être avec vous. Vous êtes ancien député, vous êtes fondateur de l'Institut national de l'économie circulaire et vice-président de l'EFREC. Est-ce que vous pouvez brièvement nous présenter cette nouvelle émission Bienvenue dans l'Éco-Cercle? Eh bien, effectivement, il y a plus de 10 ans, j'ai fondé l'Institut national de l'économie circulaire. L'année dernière, la société savante de chercheurs en économie circulaire, dont on a la chance d'avoir sur ces plateaux à chaque fois un des chercheurs, comme Isabelle Robert, l'EFREC, l'Association interdisciplinaire française de recherche en économie circulaire, et qui réinterroge notre question, les stratégies à mettre en œuvre sur l'économie circulaire. Et l'économie circulaire, on en parle maintenant beaucoup, mais qu'est-ce que c'est? Fondamentalement, c'est une société qui surconsomme. On consomme 100 milliards de tonnes par an dans le monde. La planète ne peut nous en fournir que 50. Donc il faut diviser par deux ce qu'on appelle l'empreinte matière. L'empreinte matière des Français, elle est de 20 tonnes par an et par personne, vous ou moi. Et il faut que d'ici 2050, nous ayons des solutions, des scénarios pour arriver à 10 tonnes par an et par Français. Notre thème du jour concerne un secteur économique qui n'a pas toujours bonne presse. Le textile, car il s'agit de lui, coche toutes les cases de l'industrie dont l'empreinte environnementale a explosé en quelques décennies, même s'il y a aujourd'hui des raisons d'espérer. Comme on va le voir, entre fast fashion d'un côté et explosion des ventes de seconde main de l'autre, le secteur de l'habillement évolue vite, très vite, mais peut-être pas assez pour devenir vraiment vertueux. Donc, avant d'aller plus loin dans l'émission, François-Michel, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu quelques chiffres sur le textile pour poser les bases? Alors, on a parlé de l'empreinte matière. Peut-être que le textile est le symbole de cette empreinte matière. 130 milliards de vêtements sont produits chaque année. Il y a 8 milliards d'habitants sur la planète, 8-9 milliards. Un autre chiffre, en 2010, 30 millions de tonnes de textile à base de coton étaient mobilisées pour fabriquer nos vêtements. 30 millions de tonnes également de fibres synthétiques. En 2030, on ne peut pas produire plus de coton, donc il y aura toujours environ 30 millions de tonnes mobilisées, mais on sera à 70 millions de tonnes de fibres synthétiques, donc il y a une explosion des fibres synthétiques, et ça permet de créer cette addiction, ces collections, jusqu'à 24 collections par an, tous les 15 jours, une collection de vêtements proposée par certains, ce qu'on appelle la fast fashion, avec des t-shirts qui sont peut-être à 2-3 euros. C'est une véritable addiction, c'est un marqueur social, et comment on se sort de ce délire, je me permets de le dire, qui ne correspond pas à l'enjeu empreinte matière, plus encore quand les uns et les autres sont référencés par rapport à ce qu'ils portent. Voilà tout l'enjeu que nous avons aujourd'hui. Alors sur les fibres synthétiques, je me tourne vers vous, Isabelle Robert, c'est quelque chose qui m'a un peu surpris en préparant l'émission, c'est qu'on pourrait s'attendre à une baisse de la consommation de fibres synthétiques, puisque tout le monde a en tête l'idée qu'il faut porter du coton parce que c'est plus naturel, c'est meilleur, etc. Et pourtant, on le voit, il y a une explosion de cette consommation de fibres synthétiques. Quelles en sont les raisons? Est-ce que c'est dû à une mécanisation de la fast fashion? Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes sous-jacents? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Alors, c'est vrai que loin des discours éco-responsables qu'on peut voir dans les magasins, sur les sites, les fibres synthétiques représentent aujourd'hui 65% de l'ensemble des fibres mondiales. En 2022, en 2020, on était à 62, donc 3 points en 2 ans, bien évidemment au détriment des fibres naturelles. Et puis le polyester est roi, mais sachez aussi qu'on pourrait penser que le polyester recyclé augmente. Non. Parmi les polyesters, 2022 montre une contraction du polyester recyclé d'1 point. Donc, tout ce qui est dit sur les sites et dans les magasins, on s'aperçoit quand même qu'on a beaucoup de discours dont les actes ne sont pas véritablement là. Alors, tout ça, ça fait partie effectivement des modèles de fast fashion et d'ultra fast fashion qui se sont développés plus récemment pour l'ultra fast fashion et qui ont pour objectif effectivement d'inonder le marché au niveau des consommateurs avec une multitude de vêtements. Et le polyester est quand même une matière
qui est, je dirais, moins cher. Ce qui fait que ces modèles économiques, c'est des modèles low cost, où on est vraiment dans la chasse au coût. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la fast fashion et l'ultra fast fashion conduisent à quoi ? Une abondance où en fait on abreuve les consommateurs avec une multitude de vêtements, et 2, une appétence, et notamment des Français, pour les produits entrée de gamme. Un chiffre à retenir, 71% des achats, selon Refashion 2023, sont des achats qui sont faits en entrée de gamme. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le prix moyen aujourd'hui d'un vêtement, c'est 15,60 €. 15,60 €. Donc ça veut dire qu'en fait, la fast fashion et l'ultra fast fashion ont conditionné, changé complètement l'image du vêtement. 15,60 €. On comprend tout de suite pourquoi on a des matières synthétiques. Alors, on est en pleine Fashion Week à Paris. C'est un peu la vitrine du génie créatif français annuel. Est-ce que, malgré tout, tout ça, toute cette débauche, ce grand luxe est compatible avec des enjeux environnementaux, Thomas Busuttil ? Alors effectivement, la Fashion Week, ça renvoie à un des éléments du problème, si je puis dire, qui est le luxe, et notamment l'exemplarité que ce secteur devrait avoir sur le textile, notamment sur les matières, par exemple, puisqu'ils ont... Enfin, il faut comprendre par rapport à ce que vient de dire Isabelle, c'est qu'effectivement, le coût matière dans le prix d'un produit de luxe est évidemment beaucoup moindre que pour un produit... Enfin, si c'est Gémeaux qui crée un pantalon, voilà, la contrainte qu'il va avoir sur la nature pour lutter contre l'ultra fast fashion va être beaucoup plus importante que des grandes marques de luxe qui devraient à ce titre être exemplaires. Et je pense qu'on est très très loin du compte, même s'il y a quelques exemples avec Stella McCartney, voilà, avec Marine Serre en France, mais voilà, ça reste encore assez marginal, on va dire. Et le compte n'y est pas en termes de volume et de vitesse de changement de modèle. Après, pourquoi c'est pas tenable et soutenable ? Il y a plusieurs dimensions. Très rapidement, il y a la partie environnementale, notamment sur le coton. Enfin, on l'a dit, mais sachez que un agriculteur en Inde qui cultive du coton, il y a 20 ans, il allait à 5-10 mètres pour chercher de l'eau. Aujourd'hui, il va à 100 mètres et il tape dans les nappes fossiles. Donc le jour où il n'y a plus d'eau, c'est les nappes fossiles qui ne se renouvellent pas. D'accord ? L'autre enjeu, c'est un enjeu sanitaire. Puisque la mode et le textile est responsable de 25, d'un quart à un tiers des microplastiques qu'on a dans l'environnement, avec, je rappelle, la 6e extinction massive de la biodiversité, et puis surtout notre santé à nous. Là aussi, juste un chiffre, on est passé de 7% de personnes allergiques dans le monde en 1950 à 40%, ce sera plus de la moitié en 2030. Donc on voit bien les effets délétères et les limites, aussi bien environnementales que sanitaires, qu'engendre ce modèle. Donc non, c'est pas soutenable, ça c'est clair. François Michel, je me tourne vers vous. Vous êtes l'ancien politique, l'ancien député. Quel est l'état d'esprit des responsables politiques vis-à-vis justement du textile ? On sait qu'il y a une proposition de loi qui vise à réduire l'impact environnemental de l'industrie du textile qui a été portée sous la précédente législature, qui est en attente au Sénat. Si on met de côté toute la situation politique actuelle, tout le marasme, est-ce que si on la votait telle qu'elle est actuellement, elle changerait quelque chose ? D'abord, qu'est-ce que c'est que la fast fashion ? Isabelle Robert vient de nous dire ultra fashion. La question, elle est surtout, on ne peut pas vraiment définir. Donc le législateur tente tant bien que mal de définir quelque chose, mais il y aura toujours l'industrie qui arrivera à le contourner. Ce qui est important, c'est un signal politique. Ça veut donc dire qu'on s'en occupe. D'ailleurs, on pourrait presque faire un parallèle avec les véhicules électriques qui ont été imposés pour 2035. Ce qui est intéressant dans cette loi, je dirais, c'est qu'elle permet aussi, elle pose la réflexion de poser des malus, d'imposer des malus sur certaines formes de produits, notamment à base de polyester, à base de plastique. Et ça, c'est peut-être le changement qu'il faudra faire, mais plus tard. On est encore très loin de l'enjeu. Alors Isabelle, le problème c'est que pour rentrer dans les clous de l'accord de Paris et de nos engagements environnementaux, c'est pas quelques petites améliorations à droite à gauche incrémentales qui vont changer les choses. Il faut peut-être une plus grosse révolution, une industrie tout entière à revoir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors effectivement, comme je le soulignais, les modèles low cost ont poussé à la volumétrie, à l'abondance, et là il va falloir changer de braquet. C'est-à-dire quoi ? Aujourd'hui, si on regarde, on a environ 50 pièces de textiles, chaussures et linge de maison par an. Selon des chercheurs européens, des think tanks différents, il va falloir passer entre 3 à 8.
Donc, il va y avoir cette grande descente. Effectivement, l'éco-efficacité peut être intéressante. On va réduire l'intensité carbone, mais ça ne suffira pas. Il faut vraiment passer à la sobriété. Ça ne veut pas dire qu'on remet qu'on remet à mal cette industrie, mais on va la changer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas porter la responsabilité sur le consommateur. Pourquoi ? Le consommateur, il vit dans un écosystème et il ne peut pas résister à ces sirènes, ces promos, ces réseaux sociaux, ces pure players, ces Shein, ces sites qui ne font que... Tous les jours, vous présentez 5000 références, vous imaginez. Donc effectivement, il va falloir qu'on accompagne ce consommateur et que tous les acteurs, mais que ce soit les acteurs publics, les acteurs privés, et le consommateur qui est partie prenante, on ne va pas, fasse la révolution. Et justement, sur le consommateur, pour changer son mode de pensée, on a tous vu cet hiver la pub sur le dévendeur de l'ADEME. Est-ce que c'est ringard ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut pousser ? Est-ce qu'on va s'en sortir avec ça ? Thomas Busuttil. Alors, si je reprends rapidement sur les vendeurs, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Je pense que si je me mets à la place du commerçant qui est en fin d'année et qui joue son année sur les ventes de fin d'année, sortir une campagne comme ça, moi je comprends une bonne partie des réactions. Donc, je pense par contre, on aurait accompagné ça, comme disait Isabelle, vis-à-vis du commerçant, dire on va vous former sur ces nouveaux modes d'affaires durables, ces modèles d'affaires durables, de la location, de la seconde main, de la mode à la demande, je vais y revenir. Et on lance un appel à projet pour qu'il y ait des startups et autres qui justement proposent des solutions par rapport à ça. Je pense que la réaction aurait été un peu différente. Maintenant, si je reviens sur le consommateur, nous, chez Fashion Gala, on voit au moins 3 axes. Donc, il y a de l'espoir. Donc, sur ces 3 axes, il y a déjà les produits iconiques. Donc là, c'est sur ces produits iconiques, on ne va pas changer tout le temps, c'est travailler sur les matières, la qualité, la durabilité, au sens la pérennité, le temps de renouvellement qu'on va allonger. Le deuxième axe, c'est si j'ai quand même, parce que l'idée, c'est pas de tuer la mode. On a parlé tout à l'heure de créativité, donc là c'est la façon de consommer. Et donc là on va coupler de la location, de la seconde main, voilà, et on va être sur la performance d'usage, sur toutes les boucles de circularité. On va venir sur les recycler, réutiliser, ainsi de suite. Donc ça, c'est proposer qu'on conserve cette idée d'éphémère qui est intrinsèque à la mode, mais avec des façons de consommer différentes. Et le troisième, et je reviens sur les moins 10 là, c'est la mode à la demande. Vous prenez, moi j'ai des chaussures Asphalt, pour donner des noms, de jeunes marques, je les ai attendues 2 mois, je ne suis pas mort. D'accord ? Bon, grâce à ça, par rapport à une marque lambda, ils ont divisé par 10 leur stock. C'est-à-dire qu'ils sont passés de 20 à 30% de stock à 2 à 3%. Donc on est bien dans ce chiffre de diviser par 10. Donc, et ça, en plus, par rapport au consommateur et par rapport à ce qu'a dit Isabelle, c'est aussi une façon de l'accompagner dans son apprentissage ou son réapprentissage, en l'occurrence, de la satiété. C'est quoi mon juste besoin ? Voilà. Et quand on le prend comme ça, plus que par la sobriété qui est à l'angle de la contrainte, là, la satiété, c'est ça va être une démarche épanouissante de dire voilà de quoi j'ai vraiment besoin et pourquoi j'ai besoin de ça et pas du reste. Et là, ça devient même ce que nous disent les neurosciences, c'est qu'on se met dans un mode mental qui est très positif. Donc il y a des solutions, il n'y a pas de souci. Puisqu'on est sur les modèles économiques, Isabelle Robert, on voit qu'on achète de plus en plus du neuf, mais on le porte aussi de moins en moins. Il y avait ce chiffre de 7, on porte un vêtement 7 fois avant de le revendre. Est-ce que justement, il ne faudrait pas, considérant ça, est-ce qu'il ne faudrait pas se mettre dans une économie de la rotation où justement on porte peu nos vêtements, mais on les revend et on fait marcher la seconde main et donc on a un cycle du vêtement comme ça. Alors effectivement, si on fait appel à la hiérarchisation des disers, on a toute cette palette dont vient de parler Thomas sur la location, même si elle peine, on n'en est qu'à 1%, c'est quand même compliqué. Mais la seconde main nous montre que ça explose. Et puis, je pense que aussi le soin, on voit de plus en plus les marques s'interroger sur le soin porté aux vêtements, etc. Sur, bien évidemment, aussi le upcycling, etc. Mais bon, moi, je vais revenir sur un point, même si, effectivement, on peut parler de satiété, mais de toute manière, le phénomène elle-même, il va falloir quand même réduire. Et il va falloir mentionner le premier R dans la hiérarchie des R, qui est refuser. Refuser de consommer, refuser
de produire. Et nous, on a travaillé avec l'ADEME pour le compte de l'ADEME sur une grosse étude sur les business models dits sobres, qui était, je dirais, au nombre de 4, où effectivement on retrouve les business models où on va éduquer le consommateur à avoir des produits de longue durée, avec des garanties, avec tout un travail activiste, où là, effectivement, on va se positionner. Un deuxième qui rejoint ce que vient de dire Thomas, c'est-à-dire que là, on va éduquer le consommateur dans la logique du produire moins, donc production à la commande, production à la demande, où là, effectivement, on va réduire l'impulsivité. C'est un achat réfléchi. J'attends mon produit, donc c'est pas un coup de folie, j'y réfléchis. Quand je commande mon jean, que je vais l'avoir dans 3 mois, j'ai du temps. Un troisième business model qui est assez intéressant aussi, ce qu'on appelle les business models écosystémiques territoriaux, où là, en fait, c'est pas simplement une organisation, mais c'est toute une filière, la filière du lien, la filière du chanvre, la filière de la laine, où là, en fait, on va repartir sur un circuit court et surtout un attachement émotionnel, parce qu'en fait, on travaille avec les territoires. Et là, ça change la donne. Et puis le dernier, qui trouve un peu ses marques, c'est aussi de se dire un business model qui va permettre au consommateur de retrouver ses compétences. C'est-à-dire, oui, on va lui apprendre à réparer, on va lui apprendre à coudre, on va lui apprendre à faire du upcycling, donc à reprendre la main sur les produits, ce qui va lui permettre aussi de faire durer les produits plus longtemps. Justement, l'autre mouvement de fond, donc, c'est l'accélération de la vente de seconde main sur Vinted, par exemple. Alors, ça a toujours existé. Avant, on faisait des brocantes. Maintenant, on se connecte sur Vinted ou Le Bon Coin. Aujourd'hui, il y a 400 000 articles environ qui s'échangent chaque jour sur une plateforme comme ça. Est-ce que la suite, Thomas Busuttil, est-ce que c'est pas que les marques, finalement, les anciennes se mettent à prendre le train en marche et fassent eux-mêmes le travail de ces plateformes, et créent elles-mêmes leur marché de seconde main? Alors, je dirais pas que... ce qu'on a vu, c'est que d'abord, Vinted, ils ont été rentables que l'année dernière. D'accord, ils ont été créés en 2009. Donc, on voit bien le temps, et c'est souvent ce que nous disait Marc, c'est-à-dire que la seconde main, ça ne marche pas, c'est pas rentable. D'accord. Donc, je pense que... Et pourtant, par opportunisme commercial, et uniquement pour ça, soyons clairs, aujourd'hui, quelle est la marque qui n'a pas une offre de seconde main? Oui, Zalando, toutes les grandes marques aujourd'hui ont une offre de seconde main. Donc on voit bien que donc moi tout l'enjeu de notre point de vue, c'est d'arrêter de voir ça comme des modèles opportunistes qui vont permettre de créer plus de trafic ou que sais-je encore en magasin. C'est l'idée de se dire, de penser ça dans une vision systémique. C'est un peu aussi ce qu'a exprimé Isabelle. C'est-à-dire qu'en fait, il faut juxtaposer les modèles. C'est-à-dire qu'il faut repenser complètement son modèle économique en disant, voilà, j'ai ce que je disais tout à l'heure, j'ai par rapport à ce que je vais adresser et toute ma stratégie d'offre vis-à-vis de mon consommateur, comment je vais répondre, je vais lui offrir des alternatives durables, quelle que soit sa façon de consommer. Donc ça va être effectivement une juxtaposition et entre location, entre seconde main, modalement, et ainsi de suite. Et c'est le couplage de tous ces modèles qui fait qu'il y aura un petit peu de rentabilité sur un, plus un peu de l'autre, et ainsi de suite. Nous, on a bossé avec Bocage sur l'atelier Bocage, qui est une œuvre de location de chaussures circulaire, puisque les chaussures sont reconditionnées. Je sens qu'on aurait pu même encore poursuivre un peu le nombre de vies qu'on aurait pu donner à ces chaussures, mais bon, déjà, c'est déjà un premier pas. Et on voit 4 ans plus tard que d'abord le modèle a été rentable au bout d'1 an, et puis que là, c'est entre 3 et 10% de chiffre d'affaires supplémentaire par magasin. Donc, je veux dire, par les temps qui courent, on voit bien que c'est pas négligeable. Donc, je pense que voilà, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un passage en maturité, une montée en maturité des entreprises et des marques pour voir que ce seconde main, location ou autre, c'est pas juste le petit truc qui marche et qui est à la mode, qui est tendance. D'accord ? C'est revoir totalement de fond en comble leur modèle pour aller vers des modèles qui vont être globalement soutenables. Si on parle de nouveaux modèles, qu'on se met à casser la mondialisation, pour faire durer donc plus longtemps nos textiles, les réutiliser, les réparer, il y a ce sujet qu'on n'a pas encore évoqué vraiment, qui est celui de la supply chain. François Michel, vous êtes un ancien expert, vous êtes toujours expert en logistique et en supply chain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Merci, oui. Alors, très rapidement, ça a été esquissé mentalement par Thomas, par Isabelle. On voit bien qu'ils nous parlent de nouveaux flux, de nouvelles approches. Si on reste sur les 10 R, eh bien, ce n'est pas les mêmes boucles. Il va y avoir
une multitude de boucles, évidemment celle du recyclage, mais celle du réemploi, celle du partage, celle de la réparation, celle du upgrading, c'est-à-dire que vous allez récupérer un vêtement et vous allez le transformer un peu pour lui donner un peu plus de valeur et pouvoir le revendre. Tout ceci, ce sont des boucles dans tous les sens, très territoriales, et il nous faut donc inventer de nouvelles approches. Et c'est peut-être aussi l'une des clés, comme Thomas l'a dit, pour que la rentabilité, ce n'est pas simple. L'expertise supply chain, la capacité à organiser tout ceci, devient une des clés, si ce n'est la clé centrale de ces transformations, d'autant plus dans ce monde du textile. Isabelle Robert, je me tourne vers vous. Vous portez un concept qui est celui du corridor de consommation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors effectivement, dans le cadre de la chaire Tech & Care, on travaille sur comment effectivement travailler sur la satiété, sur la sobriété. Et des chercheurs ont développé la notion de corridor de consommation responsable, qui est un espace de consommation avec une limite supérieure et une limite inférieure, et qui a pour objectif aussi de questionner la justice sociale, c'est-à-dire de se dire quel va être en fait le plancher, c'est-à-dire où effectivement, ça fait appel à les conditions d'une bonne vie. Hein. J'ai besoin en fait de combien de vêtements par an pour me sentir bien, ou alors un bouquet. Hein. On parlait des achats neufs qui doivent vraiment baisser, mais ça peut être aussi de la seconde main, de la réparation, etc. Et puis une limite supérieure où certains consommateurs peuvent entraver la consommation d'autres consommateurs actuels ou de demain. Donc, c'est travailler sur ce corridor et nous, on essaie de l'expérimenter sur le domaine du textile pour voir un peu comment c'est accepté, notamment, alors en prenant peut-être aussi les termes moins brutaux que la sobriété, mais la satiété, en fait, pour suppléer à cette notion de désir de renouvellement de la garde-robe. Mais là, on a à nouveau besoin des acteurs privés, des acteurs publics, et bien évidemment du consommateur. Acteurs publics, il va falloir légiférer. C'est très bien, les bonus-malus, etc. Ça, c'est très bien. Par contre, il va falloir quand même légiférer, par exemple, sur le nombre de références que les marques peuvent mettre sur le marché chaque année. On est entre 1000 et 5 millions, en fonction des acteurs. Donc peut-être qu'on peut légiférer. On peut légiférer aussi sur une part, Thomas parlait de marques, de produits iconiques, de se dire, il y a une part chaque année qui doivent être reproduits, c'est-à-dire qu'on est dans l'obligation d'avoir une part, on ne va pas les appeler les intemporels ou les basiques, mais voilà, c'est légiférer non pas sur la durabilité technique, ça c'est très bien, des garanties, etc., mais aussi faire comprendre que ce renouvellement incessant, il faut que ça cesse. Et puis dernier point au niveau du consommateur, ce que j'appelle la sociologie des pratiques. Si on veut faire bouger le consommateur, il y a 3 points. Il faut lui proposer des dispositifs, donc des nouveaux business models. Il faut aussi changer, je dirais, les normes sociales, arrêter d'associer la mode à une mode jetable, à une mode Kleenex. Donc comment on fait ? Et puis troisièmement, lui donner les compétences. Compétences, comment j'évalue les matières, comment je peux prendre soin du linge, etc. etc. Donc c'est toutes ces pistes qui vont nous permettre de travailler sur ces corridors de consommation. Alors, on va expérimenter. Moi, je serais ravie de vous en parler quand on aura fait l'expérimentation, parce que pour l'instant, elle n'a pas été faite dans le domaine du textile, elle a été faite dans d'autres domaines, et de voir un peu comment les consommateurs de toutes catégories s'approprient en fait cet espace de consommation juste. François Michel, avant de conclure, un mot pour résumer un petit peu ce qu'on vient de se dire merci sur les enjeux. Pour l'émission, Lucas. Merci à Thomas et Isabelle. On voit bien que le monde du textile est à l'aube d'une transformation profonde. Isabelle vient de rappeler quelques éléments. Ça me fait penser à une autre industrie, l'industrie automobile, qui a connu en 2017 cette échéance de 2035 comme la fin du thermique et obligé de basculer notamment sur des offres de véhicules électriques. C'est un bouleversement profond il y a le concept de corridor de consommation responsable qui nous permet d'imaginer comment avancer. La filière textile, rappelons que c'est quand même extrêmement complexe. On croit que c'est simple parce que on a vu un artisan faire un vêtement, la réparation, on a l'impression que chacun pourrait presque faire une réparation, changer un bouton. C'est beaucoup plus complexe que ceci. C'est aussi extrêmement territorial et c'est aussi beaucoup d'emplois et d'emplois
d'animation, de vie sociale. Hein. Je pense notamment aux boutiques. Donc, il va y avoir un bouleversement. Et l'interdisciplinarité, vice-président de l'EFREC, de cette société savante interdisciplinaire de chercheurs en économie circulaire, je ne peux que dire que nous avons besoin d'une interdisciplinarité, de réflexion pour accompagner cette transformation. Les chiffres sont là. C'est inéluctable. Nous devons baisser notre empreinte matière et le textile a une part notable dans notre empreinte matière. Ce sera le mot de la fin. Merci à nos invités. Merci Isabelle, merci Thomas, merci François-Michel. Okay. Merci à vous de nous avoir regardés, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission et la partager en replay sur les réseaux sociaux. Merci aux équipes de Rumeurs Publiques qui m'ont aidé à la préparer et au studio Heavyweight pour la mise en image. Dans le prochain épisode, François-Michel l'a évoqué, on parlera de l'automobile, autre industrie qui a quelques petites choses à changer dans son fonctionnement. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.